Hao est un élève de niveau 3, tout en bas de sa classe. À cause de sa faiblesse, il est constamment harcelé par ses camarades, qui sont, eux, au niveau 4 et 5. Pourtant, lorsqu'il est entré à l'académie, Hao était considéré comme un prodige par toute l'école. Mais après 2 années, il n'a pratiquement pas progressé, ce qui explique pourquoi il se fait écraser aussi facilement aujourd'hui. Alors qu'il allait se faire passer à tabac, sa sœur, Yunfei, arriva pour le sauver, en voyant l'un des harceleurs valser contre un mur d'un coup de pied. Contrairement à Hao, Yunfei est la définition même du génie. Elle a atteint le niveau 7 en seulement 1 an, alors que la plupart des élèves mettent au moins 4 ans pour y parvenir. Les autres intimidateurs sont terrifiés par elle, au point qu'ils attrapent leur amie et s'enfuient aussitôt. On pourrait penser que Hao serait jaloux de sa sœur, mais ce n'est pas le cas. Au contraire, ils entretiennent une relation fraternelle très forte. Quand ils étaient enfants, leur mère les conduisait à l'école lorsqu'un événement terrifiant survint. Une faille s'ouvrit soudainement dans le ciel, et un monstre terrifiant en surgit, pénétrant leur réalité. Leur mère les attrapa immédiatement et courut se mettre à l'abri. Mais la créature avait déjà commencé à massacrer les gens autour d'elle. Si rien n'était fait, ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne les trouve. Leur mère prit alors une décision déchirante. Elle laissa ses enfants derrière elle pour affronter le monstre seule. Elle possédait une puissance incroyable et parvint, pendant un moment, à lui tenir tête. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne serait pas assez forte pour le vaincre. Pire encore, le monstre cherchait le sceau divin qui lui avait été confié. S'il mettait la main dessus, les conséquences seraient catastrophiques. Elle devait donc tout faire pour l'en empêcher. La créature se moqua d'elle, lui disant d'abandonner, car elle n'avait aucune chance de gagner. Et même si cela était vrai, elle sous-estimait jusqu'où elle était prête à aller. C'était une décision insupportable, car elle savait qu'elle laisserait ses enfants derrière elle pour toujours. Mais elle n'avait pas le choix. Elle regarda Hao et lui demanda de protéger sa sœur à sa place. Puis elle s'éleva dans les airs et fit exploser le trésor, empêchant ainsi le monstre de s'en emparer. Dans les années qui suivirent cette attaque, de plus en plus de monstres traversèrent les dimensions pour semer le chaos dans le monde humain. Mais en parallèle, les humains commencèrent à éveiller des pouvoirs surnaturels pour leur résister. Et afin d'aider les jeunes combattants à développer leurs capacités, de retour au présent, Hao célèbre son 18e anniversaire avec son père et sa sœur. Il lui demande de faire un vœu et de souffler les bougies. Habituellement, Hao aurait souhaité ne plus être faible. Mais si les vœux fonctionnèrent vraiment, il serait devenu plus fort depuis bien longtemps. Il finit quand même par faire un vœu. Mais, visiblement, celui-ci n'a pas été exaucé, car l'instant d'après, un monstre araignée déchire l'espace et fait irruption dans leur dimension, semant immédiatement le chaos autour de lui. Pour protéger sa famille, son père, qui est de niveau 9, se jette dans la bataille pour tenter d'arrêter la créature et gagner du temps afin que ses enfants puissent fuir. Mais il est instantanément écrasé. En voyant cela, Yunfei tente à son tour d'attaquer. Mais si leur père n'a rien pu faire, alors elle, avec son niveau 7, n'a aucune chance. Et effectivement, sa flèche n'a absolument aucun effet sur le monstre. L'araignée riposte et électrocute Yunfei, prête à lui porter le coup fatal. Mais juste avant, Hao surgit et s'interpose, attrapant la patte du monstre. Yunfei lui crie de s'écarter, car il n'est pas assez fort pour affronter cette chose. Hao le sait parfaitement, mais il refuse de rester là à regarder sa famille se faire massacrer. Il leur ordonne de fuir tant qu'ils le peuvent encore. Malheureusement, aussi courageux soit-il, il reste faible. L'araignée le transperce sans effort en plein cœur, puis se prépare à en finir avec les autres. Hao tente malgré tout de retenir la patte du monstre pour le ralentir, ne serait-ce qu'un instant. Mais la créature le rejette sans même y penser, refusant de perdre plus de temps avec un insignifiant niveau 3. Alors que son corps s'écrase au sol, Hao est envahi par le désespoir. Il n'arrive pas à croire qu'il va mourir ainsi. Lui qui avait encore tant de choses à accomplir. Mais au moment où la mort semblait inévitable, il éveille soudainement le système du roi de la gloire. En un instant, une puissance inimaginable envahit son corps. Il ne comprend pas ce qui se passe, mais utilise cette nouvelle force pour repousser le monstre. Cette fois, il tient bon. L'araignée réalise alors qu'elle l'a gravement sous-estimé. Elle décide enfin de se battre sérieusement. Ses yeux démoniaques s'ouvrent.
et elle commence à absorber l'énergie des humains autour d'elle. Les monstres comme l'araignée ont la capacité de gagner des niveaux en plein combat en absorbant l'énergie de leurs victimes. Elle utilise alors cette énergie pour lancer une attaque dévastatrice sur Hao, le projetant au sol et le laissant complètement inconscient. L'araignée s'apprête à lui porter le coup fatal. Mais à cet instant, le système détecte que les points de vie de Hao sont tombés en dessous de 1%. Il lui accorde alors l'autorisation d'utiliser une compétence ultime. Dès son activation, Hao libère une puissance écrasante et réduit l'araignée en cendres grâce à une force de feu démesurée. Mais quelques secondes plus tard, il s'effondre à son tour. Plus tard, Hao se réveille dans un espace étrange. Une voix résonne autour de lui annonçant que le système divin a enfin été activé. Parmi ses nombreuses fonctions, la liste d'attributs de l'empereur cramoisi a été liée avec succès. Le système lui indique également que son niveau de liaison actuel est de 12. Hao ressent un certain soulagement. Toutes ces années d'entraînement n'ont donc pas été vaines. Mais lorsqu'il tente de vérifier son niveau réel, la déception le frappe. Il est toujours au niveau 3. Le système lui explique alors que son niveau de liaison est visible publiquement, mais qu'il n'a aucune raison de s'inquiéter, car en réalité, sa puissance correspond bien à celle d'un niveau 12. En entendant cela, Hao esquisse un sourire. Cela signifie qu'à partir yuan. Or, le traitement de son père coûtera 500 000 yuan. Il manque donc encore une grosse somme. Hao promet qu'il trouvera le reste s'il obtient un peu de temps. Comme il a déjà versé un acompte, le médecin accepte de lui laisser une journée. Mais il précise clairement que s'il dépasse ce délai, son père sera expulsé de l'hôpital. Une fois le médecin parti, Yunfei demande à Hao s'il a un plan. Gagner 500 000 yuan en une seule journée relève presque de l'impossible. Mais Hao a déjà tout prévu. Il lui explique qu'un tournoi aura lieu à l'académie le lendemain et que la récompense est énorme. S'ils gagnent, ils pourront payer les frais médicaux sans aucun problème. Yunfei, enthousiaste, propose immédiatement d'y participer elle aussi. Mais Hao lui rappelle que ses blessures ne sont pas encore guéries. Elle doit se reposer et lui faire confiance. S'il dit qu'il peut le faire, alors elle croit en lui sans hésiter. Cependant, dans l'ombre, le médecin passe un appel à son supérieur. Il lui conseille de modifier leur plan, car un individu suspect, doté d'une puissance inhabituelle, vient d'apparaître. Le lendemain matin, à l'académie, le tournoi est sur le point de commencer. Grâce à un sponsor de dernière minute particulièrement généreux, le groupe Amo, la récompense totale a été portée à 1 million de yuan. En tant qu'invitée d'honneur, l'aînée du groupe, Mokre, est présente pour assister à la compétition. Elle annonce même que le groupe accueillera avec plaisir tout talent exceptionnel. À cette annonce, tous les étudiants s'enthousiasment. Rejoindre le groupe Amo est considéré comme l'un des plus grands honneurs.
Mais lorsque le lieu de l'épreuve est révélé, l'ambiance change brutalement. L'arène sera une forêt des ombres, où les ennemis varient du niveau 5 jusqu'au niveau 15. Le boss de cette dimension est un Tran des ombres de niveau 15. Les participants peuvent gagner des points en éliminant des monstres, mais aussi en éliminant leurs propres camarades. Autrement dit, le système les pousse clairement à s'entretuer. Les étudiants commencent à protester, jugeant les règles inutilement cruelles. Et ils n'ont pas tort. Mais la réponse de Mokr est simple. Elle s'en moque complètement. Et ce n'est pas pour faire de l'effet. Elle ne se soucie réellement pas de savoir s'ils survivront ou non. Dans ce monde, seule la force compte. Si vous n'êtes pas assez fort pour survivre, alors vous ne valez rien à ses yeux. Face à ces conditions, la plupart des étudiants hésitent à franchir le portail. Mais Hao, lui, n'hésite pas une seule seconde. Il s'avance et entre directement. Les brutes qui ont l'habitude de le harceler le voient agir avec autant d'assurance. Refusant de passer pour des lâches, ils le suivent à leur tour. Puis, peu à peu, d'autres étudiants rassemblent leur courage et entrent également. Pendant ce temps, Mokr consulte la fiche de Hao. Elle semble intriguée. Elle a entendu dire que c'était lui qui avait vaincu l'araignée démoniaque la veille. Dans la forêt des ombres, Hao commence par éliminer de petites araignées. Mais ces créatures ne lui rapportent presque aucune expérience. Il décide donc de chercher des proies plus puissantes. Pour cela, il suit un groupe d'araignées, espérant qu'elles le mèneront jusqu'à leur nid. Mais en chemin, il entend la voix d'une fille appelant à l'aide. Il se dirige vers le son et découvre une de ses camarades piégée dans une toile d'araignée. En le voyant, elle est immédiatement soulagée. Elle le supplie de la sauver. La plupart des étudiants étant entrés en groupe, Hao reste méfiant. Craignant un piège, il lui demande ce qui est arrivé à son équipe. Elle lui explique que ses coéquipiers l'ont abandonnée après qu'elle ait été capturée. Elle insiste. Sans aide, elle va mourir. Touché par sa détresse, Hao accepte de l'aider. Mais il lui demande de rester silencieuse. Car attirer des monstres serait une très mauvaise idée. Il commence alors à brûler les toiles pour la libérer. Mais une fois libérée, elle chute vers le sol. Hao se précipite pour la rattraper. Mais soudain, une seconde toile surgit et l'attrape à son tour. Il se retrouve suspendu, coincé de manière plutôt embarrassante, le visage enfoui entre les cuisses de la jeune fille. En réalité, tout cela faisait partie du plan du monstre. L'araignée savait que si elle laissait une proie vivante dans son piège, quelqu'un viendrait forcément la sauver. Et ainsi, elle pourrait capturer 2 humains pour le prix d'un. Cependant, Hao n'a aucune intention de finir comme nourriture pour araignées. Il brûle rapidement les toiles pour se libérer. Mais lui et Ruan restent encore coincés l'un contre l'autre. Il doit donc trouver une solution. À cet instant, l'araignée lance une pluie d'attaques empoisonnées. Chaque projectile est mortel au moindre contact. Heureusement, juste avant qu'il ne touche Hao, Ruan parvient à mordre les fils de la toile. Dès que ses bras sont libérés, Hao peut enfin riposter. Et il repousse facilement le monstre. Ruan est stupéfaite. Elle n'avait aucune idée que Hao était aussi puissant. Ayant maîtrisé la technique de la tempête cramoisie, Hao sait que cette araignée ne représente aucune menace pour lui. Mais son poison reste dangereux. Alors, lorsqu'elle attaque, il esquive rapidement. L'araignée continue de tirer sans relâche. Mais Hao est désormais 10 fois plus rapide et plus fort qu'avant. Il tranche chaque attaque avec aisance, jusqu'à se rapprocher suffisamment pour porter le coup final. Une fois le monstre vaincu, Hao s'approche du cadavre. Il récupère l'un de ses crocs. À cet instant, le système intervient et transforme le croc en un objet toxique puissant, utilisable 3 fois. Hao est surpris. Il ne savait même pas que le système pouvait faire ça, mais il ne va certainement pas refuser un objet aussi utile. Il le range donc dans son espace de stockage. Soudain, une annonce résonne dans toute la zone du tournoi. Hao vient de tuer une araignée démoniaque. Il reçoit 1000 points pour cet exploit. Et puisque Ruan l'a aidé, elle est considérée comme membre de son équipe. Et gagne 500 points. Ruan n'en revient pas. Elle a gagné des points sans presque rien faire. Mais elle sait une chose. Si Hao l'abandonne, le prochain monstre qu'elle croisera la tuera sans hésiter. Alors, une fois le combat terminé, elle commence à le complimenter. Elle espère qu'en le flattant, il acceptera de la garder à ses côtés. Mais Hao n'est pas du genre à tomber dans ce piège. Cela dit, une soigneuse comme elle pourrait lui être utile. Il accepte donc qu'elle l'accompagne. Pendant ce temps,
les anciens coéquipiers de Ruan, ceux qui l'ont abandonné, sont attaqués par un Devil Saur. L'un d'eux est tué sur le coup. Un autre parvient à activer un parchemin de fuite et quitte le tournoi de justesse. Il ne reste plus que Lee. Et lui n'a aucun moyen de s'échapper. Paniqué, il fuit désespérément, jusqu'à tomber nez à nez avec Hao et Ruan. Lee supplie qu'on l'aide, mais Hao ne voit aucune raison de le faire, surtout après ce qu'il a fait à Ruan. Cependant, Ruan éprouve de la compassion pour Lee. Elle décide donc de lui pardonner, à une condition, qu'il promette de ne plus jamais abandonner ses coéquipiers. Hao, lui, trouve qu'elle est bien trop indulgente, mais il est déjà trop tard. Ruan a commencé à le soigner. Petit à petit, les points de vie de Lee remontent. Mais soudain, le Devil Saur les rattrape. À l'origine, il poursuivait uniquement Lee. Mais maintenant que Ruan l'a soigné, elle attire aussi son attention. Hao attrape Ruan et lui ordonne de fuir. Mais voyant que le monstre la cible désormais, elle refuse. Elle lui dit de partir sans elle et de la laisser distraire la créature pour lui donner une chance de s'échapper. Pendant ce temps, Lee, pourtant responsable de toute cette situation, n'a absolument aucune intention d'aider. Il tente discrètement de s'enfuir, laissant Hao et Ruan affronter le monstre seul. Mais avant même de pouvoir partir, Hao l'attrape par le cou. Il lui dit clairement qu'il n'ira nulle part tant qu'il ne se sera pas excusé correctement auprès de Ruan. Puis Hao lance une attaque de feu massive sur le Devil Saur. Convaincu de l'avoir éliminé, il traîne Lee jusqu'à Ruan et le force à s'agenouiller pour demander pardon. Pris de panique, Lee commence immédiatement à supplier. Il affirme qu'il ignorait qu'ils étaient aussi puissants. Il promet même de faire tout ce qu'ils veulent s'ils lui pardonnent. Ruan, fidèle à sa nature douce, est prête à lui donner une seconde chance. Mais au moment où elle baisse sa garde, Lee sort une dague et se jette sur elle, prêt à la tuer, dans un acte de vengeance pour l'humiliation subie. Mais avant qu'il ne puisse agir, Hao intervient. En 3 coups rapides, il vide complètement sa barre de vie. Techniquement, Lee est encore en vie. Mais selon les règles du jeu, ses points tombent à 0. Tous ses points sont transférés à Hao et il est expulsé de la compétition. Ruan s'excuse auprès de Hao. Elle regrette d'avoir été aussi naïve. Mais Hao secoue la tête. Ce n'est pas de sa faute. Elle a simplement trop fait confiance à quelqu'un. Et cela ne mérite pas des excuses. Cependant, il lui donne un conseil. À partir de maintenant, elle ne devrait accorder sa confiance qu'à ceux qui en sont réellement dignes. Mais à cet instant, le Devil Saur réapparaît, comme surgissant de nulle part. L'attaque précédente de Hao n'avait pas suffi à le tuer. Hao active ses pouvoirs et fonce sur le monstre, enchaînant les coups d'épée jusqu'à ce qu'il s'effondre finalement au sol. Ruan demande alors si le Devil Saur est enfin vaincu, mais Hao lui explique qu'il est toujours en vie, car ces créatures possèdent une grande résistance naturelle à la magie de feu. Pour en finir définitivement, ils doivent soit le tuer, soit trouver un moyen d'apaiser sa colère. Hao propose alors de tenter de l'apprivoiser à l'aide d'un sort d'apaisement. Comme Ruan est une soigneuse, elle accepte immédiatement de lancer le sort, mais un problème subsiste. Pour que cela fonctionne, les points de vie du Devil Saur doivent descendre en dessous de 20%, et cela risque d'être compliqué, surtout qu'il est déjà en train de se relever. Le monstre lance une attaque, et Hao la bloque instinctivement pour protéger Ruan. Une fois sûr qu'elle est en sécurité, il repart à l'assaut. Il utilise un sort de haut niveau, Infernal Realm, pour piéger le Devil Saur, puis l'attaque à l'épée. Son premier coup inflige de lourds dégâts, mais ce n'est toujours pas suffisant. Il attrape alors la créature par la queue et la projette violemment contre un mur infernal. Peu à peu, la barre de vie du monstre diminue. Mais soudain, celui-ci libère une explosion terrifiante qui projette Hao à plusieurs mètres. Comprenant qu'il ne tiendra pas longtemps à ce rythme, il demande à Ruan si elle est prête. Dès qu'elle lui donne le signal, il porte un dernier coup décisif qui fait passer les points de vie du Devil Saur dans le rouge. Toutes les conditions sont enfin réunies. Ruan commence alors son sort, libérant un puissant rayon de magie curative en direction du monstre. Lorsque la poussière retombe, il ne reste plus qu'un adorable petit dragon. Au début, Hao pense qu'ils ont raté le sort, mais Ruan le rassure. Tout s'est déroulé correctement. C'est simplement la forme originelle du Devil Saur, désormais apaisé et inoffensif. Soulagé que tout soit terminé,
Hao propose de l'éliminer maintenant qu'il est affaibli afin de gagner des points et poursuivre leur mission. Mais à peine le dragon entend-il cela qu'il panique et court se réfugier auprès de Ruan, implorant sa protection. Ruan demande à Hao d'attendre. Elle trouve le petit dragon trop mignon et refuse de le voir mourir. Elle ajoute même qu'il leur a proposé une récompense précieuse en échange de sa vie. Hao est surpris qu'elle comprenne ce que dit la créature, mais cela ne l'intéresse pas vraiment. Selon lui, rien de ce que le dragon pourrait offrir ne vaudrait 1 million. Il pense donc qu'il serait plus judicieux de viser directement le prix de la première place. Le petit dragon recule, terrifié, alors que Hao s'apprête à lui trancher la tête. Mais au dernier instant, il s'arrête. Il n'a tout simplement pas le cœur de tuer une créature sans défense, sans raison valable. Il se contente donc de le renvoyer dans la forêt en lui ordonnant de disparaître. À sa grande surprise, il reçoit tout de même des points pour avoir apprivoisé la créature. Curieux, Hao vérifie ensuite auprès du système s'il a également gagné de l'expérience. Et effectivement, il reçoit 50 000 points d'expérience pour ce combat, portant son total à 75 000 points. Il demande alors s'il peut débloquer de nouvelles compétences. Le système lui en propose 3 de base, toutes accessibles avec ses points actuels. Après les avoir examinées, une attire particulièrement son attention, l'œil de vérité. Cette compétence lui permet de voir des détails cachés, ce qui serait extrêmement utile dans une forêt d'ombre. Son coût est de 70 000 points. Hao accepte et, immédiatement, un étrange globe oculaire apparaît dans son esprit. De retour à la réalité, Ruan appelle Hao pour lui montrer quelque chose. Elle a trouvé un œuf spécial dans les buissons et pense qu'il s'agit de l'objet précieux dont parlait le petit dragon. Hao utilise alors son œil de vérité pour l'examiner. Il confirme que l'objet est extrêmement rare, avec un taux d'apparition d'1 sur 100 000. Cela vaut donc clairement la peine de le garder. Pendant qu'ils s'éloignent, ils sont observés à distance par Kaer, qui suit la situation à travers une retransmission. Et plus le temps passe, plus Hao suscite son intérêt. Peu après, la phase suivante du jeu commence. Un classement des points de tous les participants est affiché publiquement. Cela peut sembler inutile, mais le véritable objectif est d'encourager les joueurs à s'attaquer entre eux pour gagner des points, au lieu de se contenter de combattre des monstres. Et comme Hao occupe actuellement la première place, il devient immédiatement une cible. Ses camarades de classe commencent à le traquer. Cependant, ils pensent toujours qu'il n'est qu'un faible de niveau 3. Ils surestiment complètement leurs capacités, et il ne faut pas longtemps à Hao pour les vaincre sans difficulté. 2 des sbires sont déjà à terre, et le dernier reste complètement sous le choc. Pour lui, il est impossible que Hao soit aussi puissant. Il tente malgré tout une nouvelle attaque, mais Hao attrape son épée avec une facilité déconcertante. À cet instant, l'homme comprend enfin l'écart écrasant de puissance entre eux. Pris de panique, il tente de fuir, mais Hao ne compte pas le laisser s'échapper. Il lance une boule de feu dans son dos, le projetant violemment au sol. Pendant qu'il est à terre, Ruan s'approche et récupère les parchemins de téléportation des 3 assaillants. Puis, sans hésiter, elle les active, les expulsant de force hors de la forêt. Les 3 sont ainsi disqualifiés et Hao récupère leurs points en tant que vainqueur. Hao utilise ensuite l'œil de vérité pour analyser la zone. Dès qu'il localise l'arbre de l'ombre, il demande à Ruan de se dépêcher, souhaitant terminer la mission au plus vite. Cependant, Ruan remarque que 2 personnes approchent, Zhang et Luo. Elle craint qu'ils ne causent des problèmes, mais Hao, lui, reste parfaitement calme. Pour lui, peu importe ce qui arrive, il peut tout gérer. Il prend la main de Ruan et lui ordonne de courir. Il sprinte sans s'arrêter jusqu'à atteindre l'arbre de l'ombre et son antre. Ruan lui demande s'il compte affronter le boss immédiatement. Mais au lieu de cela, Hao active une compétence de camouflage et se cache avec elle dans les arbres. Il révèle alors son plan. Sachant que Luo et les autres les poursuivent, il compte les piéger en les forçant à affronter l'arbre de l'ombre sans préparation.
Ces petites créatures arboricoles sont de niveau 7. Elles ne sont pas aussi puissantes que le boss, mais leur nombre est terrifiant. Pris de panique, plusieurs combattants tentent de fuir, mais ils sont rapidement encerclés par encore plus de monstres. Ils sont désormais piégés. En observant la scène, Ruan commence à s'inquiéter. Si cela continue, quelqu'un risque vraiment de mourir. Hao partage son inquiétude. Même s'il déteste Luo pour l'avoir maltraité auparavant, il ne peut pas rester là à regarder quelqu'un se faire massacrer. Sans hésiter, il saute de l'arbre et invoque son épée, déchaînant des flammes sur le tréant. Les monstres commencent à brûler, et Hao atterrit devant le groupe, son épée pointée vers eux. Certains combattants comprennent immédiatement que la situation est désespérée. Ils sortent leur parchemin de fuite et abandonnent sur le champ. Hao donne une dernière chance aux autres de faire de même, mais Luo et ses alliés restent obstinés. Ils refusent donc de reculer. Hao, de son côté, est prêt à leur donner la correction qu'ils méritent. Mais soudain, plusieurs branches du tronc surgissent et les attrapent. Hao parvient à esquiver en bondissant en arrière, mais les autres n'ont pas cette chance. Ils se retrouvent suspendus dans les airs, attrapés par les pieds, suppliant honteusement Hao de venir les sauver. Luo, furieux de l'incompétence de son équipe, tranche les lianes qui le retiennent. Puis, sans hésiter, il repart à l'assaut du truand, déterminé à en finir lui-même. Cependant, Luo ne réalise pas que le truand a déjà libéré un brouillard toxique dans toute la zone. L'inhaler provoque de puissantes hallucinations. Il avertit rapidement tout le monde de faire attention, puis active une bannière antitoxine pour se protéger. Mais il est déjà trop tard. Il a inhalé une petite quantité de poison, et les effets commencent à apparaître. Dans son délire, il croit être attaqué par ses propres coéquipiers, alors qu'en réalité, ce ne sont que des monstres arboricoles qui profitent de la situation pour le tromper. Heureusement, Luo comprend rapidement qu'il s'agit d'une illusion et parvient à reprendre ses esprits. Mais le danger est loin d'être terminé. Les monstres sont toujours là. C'est alors que Hao intervient. Il élimine plusieurs créatures, puis crée un cercle de feu pour brûler le brouillard toxique et purifier l'air. Une fois la visibilité rétablie, Luo remarque quelque chose d'inattendu. Pendant que Hao combattait, Ruan soignait les membres de son équipe affectés par le poison, les empêchant de mourir. Malgré cela, Hao les met en garde. Il n'y a aucune garantie qu'elle pourra continuer à les sauver s'ils restent plus longtemps ici. Il leur conseille donc de fuir tant qu'ils le peuvent encore. Cette fois, les combattants comprennent la gravité de la situation. Dès qu'ils en ont l'occasion, ils utilisent leur parchemin de fuite et quittent les lieux. Une fois seul avec Ruan, Hao se tourne vers le truand. Mais le combat final s'annonce difficile. Le monstre est désormais dans sa forme ultime. Hao tente de l'enfermer dans une prison de flammes pour le réduire en cendres. Mais le truand anticipe son attaque et crée une barrière pour se protéger. Il se moque même de Hao, pensant que ce genre de technique ne peut pas l'atteindre. Mais à cet instant, Ruan attire son attention. Profitant de cette distraction, Hao se faufile derrière lui et libère une attaque de feu à pleine puissance. Le truand est entièrement englouti par les flammes. Sans perdre une seconde, Hao brandit son épée et tranche le monstre en deux d'un seul coup. Le boss est vaincu. Hao gagne 100 000 points. Avec la mort du boss du donjon, une annonce retentit. La mission est terminée. 3 survivants ont réussi l'épreuve. Un portail s'ouvre alors pour leur permettre de quitter les lieux. Hao est surpris. Il pensait que tout le monde avait abandonné plus tôt. Alors, il n'est pas surpris que Ruan ait choisi de rester, mais il se demande qui est l'autre personne. À ce moment-là, Luo crie à Hao depuis l'autre côté de la forêt et lui demande comment il est devenu aussi fort. Hao refuse de lui donner la moindre information, ce qui met Luo en colère. Il passe à l'attaque, mais il est clairement loin de faire le poids face à Hao. Ce dernier le repousse sans effort, récupère son parchemin de fuite et le téléporte de force hors de la zone. Il ne reste plus que Hao et Ruan pour quitter le donjon via le portail. Mais soudain, quelque chose ne va pas. Le donjon commence à dysfonctionner à cause d'une anomalie, et une annonce indique que le portail va se fermer dans quelques secondes. Hao ne peut pas laisser Ruan affronter un danger inconnu. Sans hésiter, il la prend et la lance à travers le portail, s'assurant qu'elle soit en sécurité. Un peu plus tard, Hao parvient lui aussi à sortir du donjon. Mais en revenant à l'académie, il découvre un spectacle choquant. Tout est complètement détruit. À cet instant, il aperçoit 2 hommes armés qui s'approchent.
Ne sachant pas ce qu'il s'est passé, mais comprenant que cela risque de mal tourner s'il est repéré, il se camoufle et se cache derrière un mur. Lorsque les gardes passent, il utilise l'œil de vérité pour les analyser. Il découvre qu'ils appartiennent au Tiger Group, un groupe autrefois sous les ordres du Mo Group, mais qui a été expulsé pour avoir massacré des innocents sans distinction. Ils sont venus ici pour se venger de Kerr et ils ont déjà capturé tous les étudiants sortis du donjon plus tôt, y compris Kerr elle-même. L'un des gardes mentionne même qu'ils ont capturé une très jolie fille il y a quelques minutes. En entendant cela, Hao comprend immédiatement qu'il s'agit de Ruan. Pendant ce temps, dans le hall principal, le chef du Tiger Group a ligoté tous les étudiants capturés. Il semble particulièrement intéressé par Ruan. Alors qu'il lui touche le visage, elle réagit en mordant son doigt. Furieux, il la frappe violemment, puis commence à la battre encore plus brutalement. Luo, incapable de supporter une telle cruauté, se précipite sur lui et lui donne un coup de tête pour l'éloigner de Ruan. Malheureusement, le chef est de niveau 12, ce qui le rend bien trop puissant. Et avec les bras toujours attachés, Luo n'a absolument aucune chance. Luo est violemment projeté en arrière après un coup de poing dans le ventre, et le chef décide de faire un exemple de lui en le tuant d'une balle dans la tête devant tout le monde. Mais soudain, les hommes du chef s'effondrent tous au sol, et l'instant d'après, le chef se fait transpercer l'épaule par Hao. Il ne comprend même pas comment Hao a réussi à se faufiler derrière lui. La dague qu'il vient de planter inflige un puissant poison, l'empêchant désormais de bouger correctement. Hao s'avance ensuite vers Luo, la dague encore à la main. Pendant un instant, tout le monde pense qu'il va se venger des humiliations passées. Mais Hao n'est pas ce genre de personne. Au lieu de l'attaquer, il coupe les cordes qui ligotèrent ses poignets et le libère. Puis, il lui tend la dague et lui dit de terminer le chef. S'ils ne le font pas maintenant, il reviendra sûrement plus tard pour se venger. Luo se souvient alors qu'il est possible de gagner des niveaux en tuant des humains, mais il ne l'a jamais fait. Il hésite. Hao le provoque légèrement, lui demandant s'il a peur. Refusant de passer pour un lâche, Luo accepte finalement. Le chef se moque de lui, convaincu qu'un étudiant protégé comme lui n'aura jamais le courage de tuer. Mais l'instant suivant, Luo le poignarde dans le dos, le tuant sur le coup. Aussitôt, il ressent une montée de puissance traverser son corps. Il vient de monter de niveau. Une fois terminé, il retourne vers Hao pour lui rendre la dague, mais Hao lui dit de la garder. Luo est choqué. Il ne comprend pas pourquoi Hao est aussi gentil avec lui, malgré tout ce qu'il lui a fait subir auparavant. Hao lui demande simplement s'il la veut ou non. Luo, incapable de refuser, le remercie sincèrement et s'excuse pour son comportement passé. Hao accepte ses excuses sans problème. Mais Ruan, elle, refuse. Elle affirme que Luo ne mérite pas son pardon. Luo s'énerve et lui reproche son ingratitude, rappelant qu'il a risqué sa vie pour la sauver. Ruan reconnaît son aide, mais insiste, c'est une autre affaire. Hao intervient et dit qu'il n'a aucun problème à pardonner Luo. Mais s'ils doivent devenir amis, alors Luo devra prouver sa valeur. Il lui confie donc une mission, protéger tous les élèves ici pendant son absence. Quant à lui, il part immédiatement vers le gymnase, car il a appris que Kerr y est retenue prisonnière, et il compte bien aller la sauver. À l'extérieur, Hao aperçut 2 gardes assis près des escaliers. En un instant, il trancha la gorge de l'un et plaça sa lame sous le cou de l'autre pour l'empêcher de réagir. Il lui demanda où Moqueur était retenu, mais avant même de pouvoir le forcer à répondre, le chef de l'unité s'écrasa soudainement depuis le ciel, obligeant Hao à bondir sur le côté. Le chef tenta aussitôt de lui tirer une balle dans la tête, mais Hao s'était déjà relevé et s'enfuit dans la forêt pour se mettre à couvert. Bin, impressionné, ne s'attendait pas à une telle rapidité de la part de son élève. Il était convaincu que ce combat allait être intéressant. Il ordonna à ses hommes de tirer dans la forêt pour forcer Hao à sortir de sa cachette. Acculé, sans endroit où se dissimuler, Hao fut contraint d'affronter Bin de front. Il attaqua de toutes ses forces, mais malheureusement, la combinaison de Bin était conçue pour annuler les dégâts. Les coups de Hao n'avaient presque aucun effet. Pire encore, Bin possédait des canons laser intégrés, capables de tuer Hao instantanément d'un seul tir. Hao réussit à bloquer une attaque, mais il atteignait ses limites. Il fit alors appel au système, demandant s'il existait un moyen de survivre, car dans son état actuel, il ne pouvait pas gagner.
Le système lui répondit qu'il avait suffisamment de points d'expérience pour améliorer son niveau de lien et débloquer une nouvelle capacité. Il lui demanda s'il souhaitait procéder à l'amélioration. Hao accepta sans hésiter. Il n'avait pas le choix. Au moment même où Hao allait être réduit en poussière, le système activa la capacité défensive de l'empereur cramoisi, créant plusieurs boucliers autour de lui pour protéger son corps. Bin était certain qu'une telle attaque aurait dû l'anéantir. Il ordonna donc à ses hommes de récupérer l'équipement sur son cadavre. Mais à sa grande surprise, Hao était toujours en vie et en parfait état. Furieux, Bin ordonna de continuer à tirer jusqu'à ce qu'il meure. Cependant, grâce à ses nouvelles statistiques de défense, Hao traversa les tirs de laser sans difficulté et élimina tous les hommes de Bin en un instant. Il tourna ensuite son attention vers Bin. Ce dernier tenta de se défendre avec son armure, mais Hao profita de l'occasion pour se déplacer derrière lui et activer sa nouvelle capacité spéciale, explosion défensive. Cette compétence ne causait aucun dégât direct. Elle attaquait plutôt les défenses de l'ennemi de l'intérieur. Quelques instants plus tard, l'intelligence artificielle créée par Crazy Moss et que ses capacités permettaient de concevoir, démonter et assembler absolument tout, même des armes extrêmement puissantes. Hao demanda une démonstration, mais Weiss lui expliqua que son niveau était encore trop bas pour créer des armes puissantes. Cependant, il pouvait tout de même lui montrer à quel point cette capacité était polyvalente. Hao lui donna 2 objets, et après les avoir combinés, Weiss créa un piège de glu collante. Maintenant qu'il comprenait le fonctionnement de cette compétence, Hao vida toutes les armes qu'il avait récupérées sur le sol et demanda à Weiss de fabriquer quelque chose avec pendant son absence. Pendant ce temps, Hao partit secourir Mokr. Mais en arrivant sur place, il découvrit 2 de ses gardes du corps transformés en pierre. Au 2e étage, un mercenaire de niveau 38 discutait avec elle. Hao comprit immédiatement qu'il n'avait aucune chance face à un adversaire de ce niveau. Il décida donc d'attendre un peu pour élaborer un plan. Le mercenaire ordonna à Mokr de lui révéler son secret avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, ses fidèles gardes resteraient figés en statue pour toujours, à moins qu'elle ne lui remette la larme de Méduse. En entendant cela, Hao se souvint qu'il avait justement cet objet dans le coffre qu'il avait trouvé plus tôt. Il la sortit de son inventaire et courut vers les gardes pétrifiés pour les libérer afin qu'ils puissent combattre à sa place. Mais même après avoir versé les larmes sur eux, rien ne se produisit. Hao resta perplexe. Pendant ce temps, le mercenaire, nommé Shio, tenta de négocier avec Mokr. Il lui promit qu'elle deviendrait la prochaine dirigeante du groupe Mo si elle acceptait ses conditions. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était lui fournir une carte des zones sécurisées. Mais Mokr refusa catégoriquement. Elle déclara que devenir la chef du groupe Mo n'était pas une offre suffisante, puisqu'elle pouvait y parvenir seule. Pendant ce temps, Hao continuait désespérément d'essayer de libérer les gardes. Même après avoir vidé toute la bouteille de larmes de Méduse sur eux,
absolument rien ne changea. Et comme si cela ne suffisait pas, Mokre rejeta complètement les exigences de Shio. Il commençait à perdre patience. De son côté, Hao ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle aurait au moins pu faire semblant d'accepter, juste pour lui laisser un peu plus de temps. Elle lui dit que, quoi qu'il dise, Shio ne parviendra jamais à la convaincre. À cause de cela, Shio s'apprête à la tuer sur le champ. Hao est alors forcé de sortir de sa cachette pour la sauver. Mocha reconnaît immédiatement Hao comme le candidat prometteur qu'elle avait repéré plus tôt. Elle garde néanmoins une attitude assez arrogante pour quelqu'un qui venait d'être à 2 doigts de mourir, surtout qu'elle ignorait totalement sa présence. Hao lui ordonne de rester en arrière. Il ne peut pas se permettre qu'elle meure en plein combat. Les 2 gardes étant encore pétrifiés, il doit affronter Shio seul. Cependant, affronter un adversaire aussi puissant ne sera pas simple. Hao dit donc à Mocha qu'elle devra le payer pour l'avoir sauvé. Elle accepte sans hésiter et ajoute que s'il la fait sortir d'ici sans la moindre égratignure, elle lui donnera 10 millions supplémentaires. Hao accepte le contrat avec satisfaction et se prépare au combat. Il lance une attaque de tempête de feu sur Shio. Mais celle-ci n'a absolument aucun effet. Shio traverse les flammes comme si de rien n'était. Il frappe ensuite Hao d'un coup de pied pour se rapprocher de Mocha. Mais au moment où il s'apprête à l'attaquer, Hao revient et le force à reculer. Les 2 s'affrontent brièvement à l'épée, mais la puissance de Shio dépasse largement celle de Hao. Après un seul coup reçu, Hao perd plus de 20% de ses PV. Voyant la gravité de la situation, Mocha lui propose de fuir tant qu'il en est encore temps, car ce combat ne le concerne pas. Mais Hao refuse d'abandonner. Il a encore quelques cartes en main. Il lance alors le piège collant fabriqué par Weiss sur Shio. Au début, Shio pense qu'il s'agit d'une attaque inutile. Mais il comprend rapidement que sa vie est en train de diminuer lentement à cause du piège. Il réalise alors qu'il a peut-être sous-estimé Hao. Décidé à en finir rapidement, il arrache le piège de force et lance une attaque dévastatrice. Hao parvient à bloquer, mais même avec son bouclier, ses PV chutent fortement. Il ne peut plus encaisser beaucoup de coups. Cependant, il a déjà un plan en tête. Il doit simplement tenir encore un peu. Elle dit à Shio que, peu importe ce qu'il dira, il ne parviendra jamais à la convaincre. À cause de cela, Shio décide de la tuer sur le champ. Hao est alors forcé de sortir de sa cachette pour la sauver. Mocha reconnaît immédiatement Hao comme le candidat prometteur qu'elle avait remarqué plus tôt. Étonnamment, elle affiche un air presque arrogant pour quelqu'un qui était à 2 doigts de mourir, surtout qu'elle ne savait même pas qu'il était là. Hao lui dit de rester en arrière. Il ne peut pas se permettre qu'elle meure en plein combat. Les 2 gardes étant toujours pétrifiés, il devra affronter Shio seul. Mais combattre quelqu'un d'aussi puissant ne sera pas facile. Alors Hao précise à Mocha qu'elle devra le payer pour lui avoir sauvé la vie. Elle accepte sans hésiter, ajoutant même que s'il la fait sortir d'ici sans la moindre égratignure, elle lui donnera 10 millions supplémentaires. Hao accepte avec satisfaction et se prépare à combattre. Il lance une attaque de tempête de feu contre Shio. Mais celle-ci n'a absolument aucun effet. Shio traverse les flammes comme si de rien n'était. Puis, d'un coup de pied, il projette Hao sur le côté pour atteindre Mocha. Mais au moment où il s'apprête à l'attaquer, Hao revient brusquement et le force à reculer. Les 2 échangent des coups pendant quelques secondes. Cependant, la puissance de Shio surpasse largement celle de Hao. Après un seul coup reçu, Hao perd plus de 20% de ses points de vie. Voyant la gravité de la situation, Mocha lui dit qu'il peut encore fuir tant qu'il est temps, car cela ne le concerne pas. Mais Hao refuse d'abandonner. Il a encore quelques atouts en réserve. Il lance alors le piège collant fabriqué par Weiss sur Shio. Au début, ce dernier pense qu'il s'agit d'une simple astuce inutile. Mais rapidement, il réalise que le piège draine lentement sa santé. Il commence alors à comprendre qu'il a peut-être sous-estimé Hao. Décidé à en finir rapidement, Shio se libère de force et lance une attaque puissante. Hao parvient à la bloquer. Mais même avec son bouclier, ses points de vie chutent fortement. Il ne pourra pas encaisser beaucoup plus. Cependant, Hao a déjà un plan en tête. Il lui suffit juste de tenir encore un peu. Un peu plus tard, Hao et sa famille
le vendeur du marché noir. Une fois satisfait, Hao arrête enfin de frapper Fan. Mais alors qu'il pense que tout est terminé, une pression écrasante s'abat soudain sur tout le monde. C reconnaît immédiatement l'effet d'un sort de contrôle mental qui les empêche de bouger. Elle ne s'attendait pas à ce que Fan ait des alliés aussi puissants. Quelques instants plus tard, la femme responsable de ce sort apparaît pour récupérer Fan et battre en retraite. Personne ne peut bouger pour l'en empêcher. Cependant, à cet instant précis, le système de Fan se réactive et lui indique qu'il peut dépenser 10 000 points pour se libérer du contrôle mental. Fan ordonne alors à la femme de le lâcher et envoie Ruin vers Hao pour tenter de récupérer l'antidote. Hao ne peut pas laisser faire cela. Avec l'aide de son propre système, il annule l'effet du contrôle mental et se prépare à combattre. La femme tente de l'immobiliser à nouveau, mais cette fois, le sort n'a aucun effet sur Hao. Il bondit dans les airs, prêt à l'abattre. Mais elle sait reconnaître une bataille perdue. Avant qu'il ne puisse l'atteindre, elle active une cape de téléportation et disparaît, abandonnant Fan à son sort. Comprenant qu'il est désormais seul, Fan tombe à genoux et supplie Hao de lui laisser la vie sauve. Mais Hao n'a plus aucune pitié à lui accorder, surtout après ce qu'il a tenté de faire avec l'antidote. Dans un ultime effort, Fan s'injecte une drogue dangereuse pour se renforcer. Son corps commence à muter, mais Hao ne lui laisse aucune chance. Il le transperce directement en pleine poitrine, avant même que la transformation ne soit complète. Un peu plus tard, Hao renvoie Yunfei chez elle pour qu'elle ne soit plus en danger. Désormais seule avec Siyu, celle-ci lui annonce qu'elle se rend à une vente aux enchères du groupe Mo et suppose qu'il souhaite s'y joindre. Hao est surpris. Il lui demande comment elle savait qu'il comptait y aller, puisque seuls les membres haut placés du groupe Mo y sont autorisés. Et même s'il bénéficie de la faveur de Moqueur, il ne lui en avait jamais parlé. En y réfléchissant, il trouve aussi étrange que Siyu soit arrivée pile au moment où il était en difficulté. Il en conclut qu'elle a été envoyée par Moqueur pour le surveiller. Siyu confirme ses soupçons. Elle a bien été chargée de veiller sur lui, et elle n'est pas la seule, car Hang Xing a également été envoyé pour l'aider. Cependant, Han Cheng est parti si rapidement après la bataille que Hao n'a même pas eu l'occasion de le remercier correctement. Malgré cela, il ne se sent pas vraiment contrarié d'avoir été surveillé, car il sait que sans Siyu, lui et Yunfei auraient été en grand danger. Siyu lui dit qu'il n'y a pas besoin de la remercier, puisqu'elle ne fait que son travail. Elle ajoute ensuite que la vente aux enchères va bientôt commencer et qu'ils doivent se dépêcher. Peu de temps après, ils arrivent sur place et Hao est immédiatement impressionné, car il n'a jamais vu un endroit pareil. Siyu lui explique que cette vente se déroule dans un sous-espace spécial, où les 9 grandes familles rivalisent pour acquérir des trésors précieux. Dès le début, l'animateur annonce que le participant numéro 11 vient d'acheter un cristal magique de niveau 70 pour 3 millions. Hao est surpris qu'une somme aussi énorme soit dépensée si tôt, mais en regardant de plus près, il remarque que l'acheteur ressemble étrangement à Han Cheng. Après confirmation de Weiss, il réalise que c'est bien lui. Cela ne fait aucun sens pour Hao. Avec son apparence jeune, Han Cheng ne devrait pas posséder une telle richesse, mais il suppose qu'il doit être soutenu par quelqu'un de très puissant. La vente continue, et l'objet suivant est une potion de survie, qui semble extrêmement utile. Pourtant, Weiss lui conseille de ne pas s'y intéresser, car une fois ses compétences en alchimie améliorées, il pourra en fabriquer autant qu'il le souhaite. Hao accepte cet avis, mais juste après, l'animateur annonce que le participant numéro 11 a acheté la potion pour 4 500 000. Il semble acheter tout ce qui lui passe sous la main, preuve qu'il possède des ressources immenses. De son côté, Hao ne peut pas vraiment se permettre de telles dépenses, puisqu'il ne dispose que de l'argent gagné lors du tournoi. À ce moment-là, Siyu lui suggère que s'il accepte de rejoindre officiellement le Mo Group, comme l'a proposé Mosher, il aurait accès à une fortune colossale et pourrait acheter tout ce qu'il veut. Mais malgré la tentation, Hao préfère ne pas prendre une décision aussi importante à la hâte. L'objet suivant mis aux enchères attire immédiatement toute l'attention. Un plan de fabrication signé par l'ingénieur légendaire appelé Artsteel, avec un prix de départ fixé à 2 millions. À peine cette annonce faite, un murmure de surprise parcourt toute la salle. C'est la première fois que les participants voient un plan aussi rare proposé à un prix aussi bas. Très vite, les discussions commencent. La plupart des acheteurs en concluent que ce rabais cache forcément un problème. En réalité,
le plan exige énormément de temps et d'efforts pour être exploité, sans compter qu'il faudrait un maître en alchimie pour espérer le concrétiser. Autrement dit, même si l'objet est impressionnant sur le papier, peu de gens pensent qu'il vaut réellement la peine. Siyu est persuadée que cet objet ne sera jamais vendu. Elle explique à Hao que, malgré son potentiel, ce plan ne permet de créer qu'un mécha d'amélioration de bas niveau, donc le bénéfice reste limité. De plus, faire appel à un ingénieur de haut niveau consommerait énormément de points d'intelligence, ce qui rend l'investissement encore plus risqué pour un résultat médiocre. Mais pour Hao, ce problème n'existe pas vraiment. Grâce à son compte spécial lié à Crazy Moss, ses statistiques d'intelligence sont déjà au maximum. Sans hésiter, il lève la main et annonce qu'il souhaite acheter le plan. La réaction est immédiate. Les autres participants éclatent de rire, persuadés qu'il vient de gaspiller son argent pour un simple bout de papier inutile. Même Siyu est complètement perdue, incapable de comprendre pourquoi il ferait un tel choix après tout ce qu'elle vient d'expliquer. Hao, lui, se contente de répondre avec désinvolture qu'il voulait simplement le garder comme souvenir, même si c'est inutile. En réalité, il cache volontairement ses véritables capacités. Et dès que le plan arrive entre ses mains, Weiss et le système entrent en action. Le plan est automatiquement amélioré, devenant un schéma de mécha 20 niveaux plus puissant que le loin de ne plus la craindre, justifie le prix. Et puisqu'il a déjà dépensé une somme colossale, autant aller jusqu'au bout. Puis, changeant de sujet, il explique qu'il a pensé à Hao pendant la vente. Sachant qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, il lui a acheté un objet en cadeau, une cape de vol. Hao refuse immédiatement. L'objet vaut 6 millions, une somme bien trop élevée pour qu'il puisse l'accepter. Mais Han Cheng balaie ses protestations avec désinvolture, disant simplement qu'il trouve la petite sœur de Hao adorable, puis il s'éloigne avant même que Hao puisse refuser à nouveau. Plus tard, seul, Hao décide de tester le plan de mécha qu'il a obtenu pendant la vente. Selon Weiss, la machine ne sera pas capable de détruire le monde ou quoi que ce soit d'exagéré, mais elle aura au moins la puissance d'un combattant de niveau 20, ce qui reste très utile. Hao invoque alors l'atelier de Crazy Moss. Une fois les plans intégrés, le système lui demande de choisir le genre et l'apparence du mécha. Sans hésiter, Hao choisit de créer une femme, et lorsqu'il commence à concevoir son apparence, il prend une décision plus personnelle. Même si de nombreuses années se sont écoulées depuis sa mort, sa mère lui manque encore profondément. Alors, au lieu de créer une simple machine, il décide de lui donner le visage de celle qu'il n'a jamais oubliée. Ce mécha ne sera pas juste une arme, ce sera un souvenir vivant. Une fois le corps terminé, Hao donne l'ordre au système de lancer la construction de l'androïde. Tout semble se dérouler normalement, jusqu'à ce qu'un message d'alerte apparaisse brusquement. Une erreur critique. Dans la seconde suivante,
une explosion de fumée envahit l'atelier. Quand la fumée se dissipe enfin, Hao découvre une scène totalement inattendue. Une jeune fille en tenue de domestique flotte devant lui. Surpris, il comprend qu'il s'agit probablement du mécha qu'il vient de créer. Mais quelque chose ne va pas. Elle ne ressemble absolument pas à sa mère, comme il l'avait prévu. Et plus étrange encore, son comportement semble anormal. Avant même qu'il puisse réagir, la jeune fille se jette dans ses bras et l'appelle maître. Déstabilisé, Hao décide de ne pas trop réfléchir et accepte la situation telle qu'elle. Il lui donne alors un nom, Nana, puisqu'elle sera désormais à son service. Mais ce qu'il ignore complètement, c'est la vérité. Nana n'est pas une simple création. C'est en réalité une entité venue de la nébuleuse M79 qui a piraté le processus de fabrication pour se réincarner. Et dès qu'elle en aura l'occasion, elle prévoit de prendre le contrôle de ce monde. Plus tard dans la journée, Hao ramène Nana chez lui pour la présenter à sa famille. À sa grande surprise, Yunfei et son père l'acceptent assez facilement. Hao annonce alors qu'à partir de maintenant, Nana s'occupera de toutes les tâches ménagères. Sans attendre, il lui ordonne de commencer par faire la vaisselle. Même si, intérieurement, Nana refuse complètement cette situation, son corps est programmé pour obéir parfaitement à son créateur. Peu importe sa volonté, elle ne peut pas désobéir. Très vite, la situation empire pour elle. Yunfei lui confie toute sa lessive sale, tandis que le père de Hao lui demande de préparer le dîner en plus de nettoyer la maison. En quelques minutes, Nana se retrouve submergée par une montagne de travail. Et ce n'est que le début. Le lendemain, à l'école, Hao est appelé sur scène par le directeur. Devant tous les élèves, il est officiellement félicité pour ses actions, car grâce à lui, Moshe a pu survivre à l'attaque récente. Un moment de reconnaissance, mais aussi le début de nouvelles responsabilités. Les autres étudiants n'arrivent pas à croire que Hao soit le grand héros qui a sauvé la situation lors de l'attaque du groupe du Tigre. Ils commencent alors à insinuer qu'il ne fait que jouer la comédie pour couvrir le véritable héros. Mais à peine ont-ils dit cela que Lua se met en colère et attrape l'un d'eux par le col. Comment ose-t-il salir le nom de Hao alors que personne d'autre n'a eu le courage de se battre pendant qu'il se donnait à fond? Le proviseur est lui aussi furieux, incapable de tolérer un tel manque de respect. Cependant, Hao lui demande de laisser passer pour l'instant. Il explique qu'il est normal que ses camarades doutent de lui, puisque jusqu'à il y a quelques jours, tout ce qu'ils avaient vu de lui, c'était ses échecs. Sur ces mots, le proviseur lui remet une importante récompense en argent pour ses efforts. En plus de cela, il lui offre un objet très spécial, symbole de toute l'école, afin d'exprimer la gratitude de l'établissement envers lui. C'est un geste particulièrement marquant. Mais soudain, une alarme retentit. Plusieurs portails viennent d'apparaître à l'intérieur même de l'école. Cela ne devrait pas être possible, car l'école est censée être située dans une zone sûre. Pourtant, les monstres qui surgissent sont bien réels et extrêmement dangereux. Plusieurs élèves sont éliminés en un instant. Les enseignants crient aux élèves d'évacuer immédiatement, tant qu'ils le peuvent. Beaucoup se précipitent vers la sortie, mais avant d'y parvenir, un gigantesque monstre taureau bloque leur chemin. Même un instructeur, pourtant l'un des combattants les plus puissants présents, tente de le vaincre, mais se fait écraser sans effort. Le monstre éclate de rire et déclare que personne ne quittera cet endroit tant qu'il sera là. Selon lui, de faibles humains comme eux n'ont aucune chance de le battre, et il pourra les éliminer un par un sans difficulté. Mais soudain, une épée lui transperce le ventre. Et l'instant d'après, son corps explose sous l'attaque de Hao. Tous les élèves restent figés de stupeur, incapables de croire que Hao soit réellement aussi puissant. Mais Hao leur ordonne de se dépêcher de fuir avant qu'un autre monstre ne bloque la sortie. Pendant ce temps, lui compte affronter le reste des créatures. Et Luo ainsi que Ruan vont se joindre à lui pour l'aider. Il propose de soutenir Hao à distance pour ne pas le gêner, mais celui-ci refuse, affirmant que c'est une occasion parfaite pour eux de monter en niveau. Ils foncent alors vers le monstre poulet. La créature tente de l'attaquer, mais Hao est bien trop rapide pour elle. Il la tranche de toutes parts avec facilité, réduisant ses points de vie à une infime portion. Une fois le monstre suffisamment affaibli, Hao demande à Ruin de l'achever. Sans hésiter, elle lève son bâton et lance un sort d'éclair qui pulvérise complètement la créature. Comme c'est elle qui porte le coup final, elle gagne une énorme quantité d'expérience, même si Hao a fait l'essentiel du travail.
Hao décide de continuer ainsi afin d'aider Ruin et Luo à progresser. Il leur demande de se tenir prêtes à achever les monstres dès qu'il leur donnera le signal. Luo et Ruin lui sont reconnaissantes de les aider à devenir plus fortes, mais elles lui demandent s'il est vraiment sûr de lui, puisqu'il ne gagnera presque pas d'expérience en leur laissant les coups de finaux. Hao répond que cela ne pose aucun problème, car il n'a pas besoin de ce type d'expérience pour devenir plus puissant. Il est bien plus important pour lui que Luo et Ruin progressent, sinon elles deviendraient un poids pour lui à l'avenir. Peu après, ils sortent de l'auditorium, où encore plus de monstres les attendent. Hao comprend alors que la situation est bien pire qu'il ne le pensait. Même si l'école était censée être une zone sûre, elle a été envahie et submergée. Si cet endroit n'est plus sécurisé, cela signifie probablement que toutes les autres zones sûres de la ville ont également été compromises. Hao commence à s'inquiéter pour la sécurité de sa famille. À cet instant, Hao et ses compagnons sont encerclés par un groupe de monstres. N'ayant pas de temps à perdre, ils bloquent leurs attaques et libèrent une explosion de feu qui les brûle gravement, les laissant à peine capables de bouger. Profitant de leur état affaibli, Hao ordonne à Luo et Ruin de les achever, ce qu'elles font immédiatement. Soudain, Hao entend les cris de deux étudiants non loin de là. Ils sont attaqués par deux démons imposants, qui discutent entre eux de leur chance d'avoir été envoyés à cet endroit, où un flux inépuisable de corps humains frais leur permet de monter en niveau. Hao est choqué de constater que le niveau des monstres est désormais de 16, alors qu'il n'était que de 15 à leur arrivée. Cela signifie que s'ils continuent à tuer des humains, ils pourront augmenter leur niveau indéfiniment, ce qui annoncerait une véritable catastrophe. À cet instant, le monstre remarque Hao et tente de l'attaquer. Certes, un monstre de niveau 16 est plus fort et plus rapide que ceux de niveau 15 que Hao a affrontés jusque-là, mais il reste loin de rivaliser avec sa puissance. Alors qu'il essaie de s'approcher discrètement, Hao esquive facilement et commence à trancher sa langue. Après avoir neutralisé le premier monstre en lui coupant son moyen d'attaque, le second tente une attaque surprise. Mais Hao réagit à temps et bloque avec son épée. Profitant de cette ouverture, il appelle Lua, qui intervient et le tranche net en deux. Terrifié en voyant cela, le premier monstre tente de fuir. Mais Hao n'a aucune intention de le laisser s'échapper. Il lance une explosion de feu ciblée qui le fait s'effondrer au sol, puis ordonne à Ruan de l'achever. En voyant avec quelle facilité Hao et son équipe ont éliminé ces monstres, ainsi que la quantité d'expérience que Lua et Ruan gagnent sans trop d'efforts, les deux étudiants sauvés se mettent immédiatement à supplier Hao de les accepter dans son groupe et de les laisser combattre à ses côtés. Mais Hao n'a aucune envie de recruter davantage de personnes. Il leur dit simplement de se dépêcher de rejoindre le bunker souterrain avant que d'autres monstres n'apparaissent. Ruan remarque que Hao semble particulièrement sérieux et lui demande ce qui ne va pas. Il explique alors qu'il vient de comprendre que les monstres ayant envahi la zone sécurisée continueront de devenir de plus en plus puissants avec le temps. À ce rythme, il ne faudra pas longtemps avant qu'ils deviennent impossibles à gérer.
force, Hao est convaincu qu'il pourra affronter n'importe quelle menace. Pendant ce temps, dans le bâtiment des professeurs, 3 femmes terrifiées se cachent tant bien que mal. Soudain, un monstre atterrit juste à côté d'elles, les faisant hurler de peur, persuadées qu'elles vont mourir. Mais à leur grande surprise, la créature, un monstre cheval, est déjà morte, car Hao l'a abattue avant même leur arrivée. Lorsque le corps s'effondre, elles sont stupéfaites de voir que quelqu'un a pu vaincre un monstre de niveau 18. Hao leur dit de se dépêcher de rejoindre le bunker. L'une des femmes, une enseignante, lui demande alors ce qu'il compte faire. Il répond qu'il va rester pour sauver autant de personnes que possible avant de partir. Au même moment, dans la salle des collections de l'école, une jeune fille profite du chaos provoqué par l'attaque des monstres pour s'infiltrer et voler plusieurs artefacts précieux. Alors qu'elle s'apprête à partir, Hao entre dans la pièce. Elle lance immédiatement un pic de glace vers lui. Hao se prépare à combattre, pensant avoir affaire à un ennemi, mais il réalise rapidement qu'il s'agit simplement de Shui. À en juger par la situation, il comprend facilement que pendant que tout le monde tentait de fuir pour survivre, Shui en a profité pour venir chercher des trésors. Sur un ton moqueur, Hao lui demande si elle a trouvé quelque chose d'intéressant. Mais Shui lui répond avec hostilité que cela ne le regarde pas. Hao, en réalité, se fiche complètement du fait que Shui soit venu ici pour voler, puisque cela ne le concerne pas. Cependant, il est vexé par son attitude désagréable, surtout après qu'elle l'ait attaqué sans aucune raison. Voyant que sa première attaque a échoué, Shui prépare un énorme pic de glace pour l'attaquer de nouveau. Mais soudain, le plafond se met à trembler et à se fissurer, et quelques instants plus tard, un gigantesque monstre s'écrase juste au-dessus d'elle. Attiré par l'odeur de la chair humaine, le monstre se réjouit d'avoir trouvé une proie aussi appétissante. Mais avant qu'il ne puisse attraper Shui pour la dévorer, Hao bloque son bras avec son épée, puis saisit Shui et la met en sécurité. Shui ne comprend pas pourquoi Hao prend la peine de l'aider alors qu'elle vient de l'attaquer. Il lui répond qu'il est venu ici pour sauver les survivants et que, malgré son mauvais caractère, il ne va pas la laisser mourir pour une raison aussi insignifiante. Malgré cela, Shui lui conseille de fuir immédiatement, car ce monstre semble déjà dépasser le niveau 40. Hao, confiant, pense pourtant pouvoir le gérer sans trop de difficultés. Mais lorsque la créature lui assène un coup, Hao réalise immédiatement, en le bloquant, que la force de ce singe est bien supérieure à tout ce qu'il a affronté jusqu'à présent. Il comprend qu'il ne pourra pas le vaincre seul. S'ils veulent survivre, ils vont devoir coopérer. Le monstre se moque d'eux, affirmant que même en unissant leurs forces, ils ne feront pas le poids. Il attaque ensuite Hao en lui lançant plusieurs caisses que celui-ci tranche une à une. Hao demande alors à Shui de se concentrer sur des attaques à distance, puisqu'il s'agit de sa spécialité, tandis que lui s'occupera du combat rapproché. Il parvient à entailler le dos du monstre, infligeant des dégâts de feu, mais l'attaque s'avère peu efficace en raison de la défense extrêmement élevée de la créature. Hao peine à suivre le rythme des assauts incessants du monstre. Heureusement, Shui intervient pour détourner son attention. Elle lance plusieurs attaques de glace pour distraire l'ennemi et créer des ouvertures. Après plusieurs minutes de combat coordonné, ils réussissent finalement à réduire la santé du monstre de moitié. En poursuivant leurs attaques combinées, ils se rapprochent peu à peu de la victoire. Mais Shui commence à se dire que tout cela semble un peu trop facile. Alors que le démon se relève soudainement, il admet avoir sous-estimé les deux, mais refuse de tomber seul. Il commence alors à enclencher un processus d'autodestruction. Hao ne comprend pas immédiatement ce qui se passe. Shui lui explique alors que les monstres de haut niveau sont capables de se faire exploser en transformant leurs points de vie restants en énergie destructrice, ce qui provoque une explosion extrêmement puissante. Shui pense qu'il devrait fuir immédiatement pour éviter d'être pris dans l'explosion. Cependant, Hao comprend que le singe essaie simplement de les forcer à battre en retraite pour pouvoir s'échapper. Sans hésiter, il se précipite vers lui avant que l'autodestruction ne soit complétée. Avec l'aide de Shui, il parvient à trancher le monstre en deux, le tuant définitivement. Hao ressent un immense soulagement maintenant que la menace est éliminée. Shui, reconnaissante, lui dit que sans lui, elle serait morte. Hao lui répond que ce n'était rien, car il n'aurait pas pu vaincre le monstre sans son aide. Ils sont donc quittes. Il lui conseille ensuite de rejoindre rapidement l'abri, car les monstres vont continuer à devenir de plus en plus puissants et personne ne sait à quel point le prochain pourrait être dangereux.
Mais Shui lui assure qu'elle n'a rien à craindre, car elle possède son propre moyen de quitter cet endroit. Elle le remercie encore, puis recule légèrement. Hao ne comprend pas ce qu'elle veut dire, mais un instant plus tard, Shui disparaît dans un éclat de lumière, le laissant complètement stupéfait. Il est rapidement tiré de sa surprise par une notification du système lui annonçant qu'il a obtenu de nouveaux objets. En regardant à côté de lui, il aperçoit Weiss en train de ramasser soigneusement tous les trésors qu'il peut trouver. Weiss est enthousiaste, expliquant que ces objets pourront servir à fabriquer des équipements exceptionnels. Hao comprend cela, mais hésite, pensant qu'il n'est pas correct de prendre des objets appartenant à l'école. Cependant, Weiss lui fait remarquer que la salle des collections est déjà détruite, et que s'il laisse ces objets ici, ils seront soit détruits par les monstres, soit volés par quelqu'un d'autre. En entendant cela, Hao finit par accepter et décide d'aider Weiss